Bonjour à tous. Je pense qu'avec le nombre de participants qui continue de monter, on va simplement attendre encore quelques secondes avant de commencer. Merci. Alors, même si les participants continuent d'arriver, on peut commencer. Alors, je me présente, je suis Sarah Houd, présidente directrice générale de Propulsion Québec, la grappe des transports électriques intelligents. On vous remercie tous d'être présents en si grand nombre ce matin pour la présentation de notre webinaire avec Philippe Donsky, président de Donsky Énergie. Qui est d'ailleurs avec moi et qui est le maître contrôleur des diapos et que j'invite à passer à la deuxième diapo d'ailleurs. Merci Philippe. Alors, je vais aussi, je pense que vous pouvez me voir, j'ai réactivé ma caméra. Mais vous avez aussi, vous avez évidemment là, la présentation là, que vous devriez tous bien voir. Donc, aujourd'hui, notre webinaire, dans notre série de webinaires, porte sur la réduction des GES au Québec et le véritable potentiel de l'électrification. On est très, très heureux d'avoir Philippe avec nous aujourd'hui pour nous présenter les résultats de ces nombreuses recherches dans le secteur. Puis je vais l'inviter tout de suite à prendre la parole. Simplement vous mentionner avant que Philippe débute que ce webinaire-là est enregistré et qu'il va être disponible pour une rediffusion sur notre portail collaboratif suite à la présentation. Vous recevrez un courriel là, avec un lien, puis vous pourrez accéder là, et partager aussi le webinaire. Il va y avoir également une période de questions à la toute fin. C'est-à-dire qu'on va répondre aux questions à la toute fin, mais vous pouvez en tout temps utiliser l'outil questions-réponses de Zoom là, qui est en bas de votre écran. Vous pouvez l'utiliser pour noter vos questions au fur et à mesure, mais on y répondra à la fin. Alors voilà, je te cède la parole, Philippe. Merci beaucoup, Sarah. Si tu veux juste me donner le thumbs up que tu vois mon écran maintenant, ma présentation. Je te donne un thumbs up virtuel parce qu'on dirait que la possibilité de mettre des petits émoticônes sur notre écran disparaît au profit du question-réponse, fait que je t'en fais un virtuel. OK. Bon, bien, bonjour tout le monde et merci beaucoup d'être ici, d'avoir de l'intérêt pour le sujet. Et merci beaucoup, évidemment, à Propulsion Québec et à toi, Sarah, pour l'invitation. Je vais prendre un tout petit instant pour présenter ma firme, puisqu'on n'est pas, en anglais, on dit un household name. Ma firme Donsky Énergie travaille sur la transition énergétique, essentiellement. Ça fait 16 ans qu'on existe. On est une équipe de 35 personnes qui ne font que ça, c'est-à-dire travailler sur des dossiers de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de la mobilité durable, et de la mobilité durable, plus particulièrement la mobilité électrique. Donc, c'est ça qu'on fait. On travaille principalement pour les gouvernements et les entreprises énergétiques du Canada, donc de toutes les provinces canadiennes et de près de la moitié des États américains. Alors voilà, en gros, j'avoue, on dit principalement gouvernement et distributeurs. Autre, c'est peut-être pas le bon terme, mais on a d'autres clients dont on est très fiers, dont Propulsion Québec. On est très heureux de travailler avec vous là, sur le sujet de l'électrification des transports. Je vais sauter le reste
présentation. Bon. En passant, je ne l'ai pas dit tantôt, mais vous voyez le background, ce n'est pas mon vrai background. Je suis juste un peu tanné du confinement. Alors, ce matin, je me suis dit, j'aimerais ça m'imaginer à Vancouver. Alors, aujourd'hui, je suis à Vancouver pour les fins de la cause. Sarah m'a demandé de vous parler d'une étude qu'on a réalisée pour le gouvernement du Québec qui répond essentiellement à 3 questions. Je résume là, très simplement. Donc, première question, dans quelle mesure les cibles de réduction de GES du Québec peuvent être réalisées, ici même au Québec? Quand je dis cibles, je veux dire les réductions de GES. Et une petite note là-dessus, pour préciser, quand on dit dans quelle mesure les cibles peuvent être réalisées, les cibles, vous les voyez à droite, là, c'est de réduire de 37,5 % les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 et de quelque part entre 80 et 95 % à l'horizon 2050. Et quand on dit réduit, évidemment, le Québec opère à l'intérieur du SPED, qui est le système de permis échangeable, avec la Californie. Donc, on peut, si on n'atteint pas nos cibles par des réductions chez nous, on peut également aller acheter des crédits ailleurs. Donc, la question qui nous a été posée n'est pas est-ce qu'on peut être conforme avec les exigences et les cibles qu'on a adoptées, mais plutôt dans quelle mesure est-ce qu'on peut réaliser ces réductions ici même au Québec, parce qu'on préfère le faire ici, avoir les retombées économiques ici, plutôt que d'acheter des crédits ailleurs. Donc, voilà la première question. Deuxième, évidemment, c'est comment. Et le troisième, avec quel coût et bénéfices. Donc, voilà en gros. Pour ce faire, je dois dire, on a travaillé avec une firme qui s'appelle Esmia, Catherine Vaillancourt, qui fait beaucoup de la modélisation. Donc, je vais aller tout de suite à la réponse à la première grande question, qui est surtout une réponse positive, c'est-à-dire, oui, on est capable d'atteindre la cible de 37,5 % en 2030, ici même au Québec, et en plus, par la voie de substitution technologique. Et là aussi, je m'explique très rapidement. Quand on fait de la modélisation, on a le choix de commencer soit avec les substitutions technologiques, c'est-à-dire on prévoit tant de véhicules sur les routes et les substitutions, on substitue les véhicules à essence par des véhicules électriques. Ou encore de commencer par les réductions des demandes, c'est-à-dire on agit sur le transport public, on agit sur l'aménagement du territoire, on réduit le nombre de véhicules sur les routes. On ne peut pas faire les deux en parallèle. Donc, on a commencé avec les substitutions technologiques, pas parce que c'est le meilleur, mais parce que c'est peut-être la façon la plus simple et la moins dérangeante, si on veut, au comportement et habitudes des Québécois. Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle. On est capable d'atteindre les objectifs ou les cibles de 2030 avec des substitutions technologiques. Pour ce qui est de 2050, avec les technologies qu'on connaît aujourd'hui et en se limitant uniquement aux substitutions, on arrive près, mais pas tout à fait. Mais honnêtement, je dis tout le temps, je ne suis pas trop inquiet pour ça. 2050, c'est dans 30 ans. On a 30 ans pour développer de nouvelles innovations technologiques qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Donc, bonne nouvelle, on est capable d'atteindre la cible de 2030, qui est la cible principale à court terme sur laquelle on est concentré. Cela dit, ce n'est pas facile. C'est facile de le dire, c'est une autre chose, le faire. Le faire, et là j'arrive au comment, le faire nécessite des changements sans précédent à notre système énergétique. Et ces changements sont de 3 ordres. Et je vais commencer avec la consommation. Vous voyez le graphique à droite, c'est la consommation totale d'énergie au Québec en 2015, 2030 et 2050. Le premier grand changement est un peu ironique parce que c'est qu'il n'y a pas de changement. C'est qu'on stabilise la consommation totale de la demande énergétique du Québec, de sorte qu'on consomme la même quantité à toute fin pratique aujourd'hui, en 2030 et en 2050. Et on fait ça malgré, et c'est important de le noter, malgré toute la croissance économique qui est prévue actuellement par le gouvernement du Québec.
Donc, on n'a rien touché à ça. On continue avec la croissance du PIB, on continue avec la croissance de la population, la croissance des mises en chantier, la croissance des marchandises livrées, et ainsi de suite. Malgré ça, on stabilise la demande et on le fait en étant beaucoup plus efficace avec la façon dont on consomme l'énergie. Ça, c'est le premier grand changement. Le deuxième est au niveau de la substitution, c'est-à-dire les énergies qu'on utilise pour permettre cette consommation. On effectue une substitution sans précédent des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables. Et on le voit ici. Vous voyez tout d'abord en bas les parts de marché des produits pétroliers en particulier qui fondent. Le gaz naturel est maintenu à peu près au niveau actuel d'ici 2030 pour, par la suite, fondre à toute fin pratique. Et quand je dis gaz naturel, je veux préciser le gaz naturel conventionnel et non pas le gaz naturel renouvelable qui est considéré une énergie renouvelable dans la partie bleue du graphique. Donc, une substitution majeure, évidemment, ça passe en bonne partie, pas exclusivement, mais en bonne partie par l'électrification. Et troisièmement, pour faciliter ou pour permettre cette substitution, ça va prendre de la production. Une hausse importante de la production des énergies renouvelables, principalement de l'électricité, l'électricité du réseau en particulier, ainsi qu'une hausse de la production des bioénergies. Donc, voilà en gros ce qu'on en prévoit. Si on divise ça ou si on morcelle ça par secteur, voici ce que ça donne. Aujourd'hui, on émet 82, quand je dis aujourd'hui, 2015, on émet 82 mégatonnes de CO2 équivalent au Québec. Et comme vous le voyez ici, la part du lion vient des transports, 34 mégatonnes. Quand on regarde 2030, la part du transport, en fait, les émissions du transport peuvent diminuer, selon la modélisation, d'environ le tiers. L'industriel diminue très peu, les bâtiments de presque la moitié, encore là, par l'électrification en grande partie. Donc, le transport, c'est une très grande partie, même c'est la plus grande partie des réductions qu'on entrevoit d'ici 2030 si on est pour atteindre des cibles. En passant, j'ai oublié de mentionner une chose que je pense est extrêmement important de mentionner. Ce que je présente ici, ce n'est pas une prévision. Je ne suis pas en train de dire « voici ce qui va arriver ». On est en train de dire « voici ce qui peut arriver ». Ce qu'on a modélisé, ce n'est pas ce que le marché va faire, mais ce que le marché pourrait faire si les réglementations, si les incitatifs, si toute la structure et le cadre de l'effort gouvernemental étaient en place pour nous permettre d'atteindre les cibles de 2030. Donc, pas une prévision, mais la possibilité. On est capable de réduire du tiers les émissions du secteur des transports à l'horizon 2030. Encore plus surprenant ou encore plus intéressant, à l'horizon 2050, les émissions du transport dans cette modélisation, à toute fin pratique, disparaissent. De zéro, à vrai dire, là, il reste un petit peu, c'est un arrondi, mais à toute fin pratique, en 2050, on peut entrevoir un scénario où nos transports n'émettent pas de gaz à effet de serre. Je ne suis pas ici dans le cycle de vie, je suis dans les émissions ici même au Québec, mais quand même, on parle d'une transformation majeure. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Il y a évidemment les véhicules personnels et le transport des marchandises. Permettez-moi aujourd'hui, pour les fins de la cause, de mettre la lumière un peu sur le transport des marchandises, puisqu'on est ici avec Propulsion. Quand on regarde la modélisation qu'on a faite, bon, d'abord, quand on regarde la situation actuelle, tout le moins en 2015, et essentiellement, je ne pense pas que ça a bougé beaucoup dans les 5 années depuis, l'essence et surtout le diesel contribuent pour à peu près 80% de toute l'énergie requise pour transporter nos marchandises. En gros, là,
80% c'est du diesel et de l'essence. Par la suite, on a du gaz naturel conventionnel, surtout liquéfié évidemment, comprimé, et du mazout lourd. On a un tout petit brin d'électricité dans le mix, mais c'est très peu pour le transport des marchandises. Ça, c'était en 2015. Ce qu'on regarde pour 2030 en tant que possibilité, c'est une hausse substantielle de 2 sources d'énergie renouvelables, c'est-à-dire l'électricité et les bioénergies. Je vais parler de l'électricité en particulier parce qu'il y a un élément de ce graphique qui est, comment je pourrais dire, qui est peut-être trompeur un peu. Le graphique ici, excuse-moi, le graphique présente l'information en termes d'énergie requise pour transporter des marchandises. Mais comme on le sait, l'électricité est beaucoup plus efficace comme source d'énergie pour propulser les véhicules que les combustibles. À peu près 2,5 fois à 3 fois, parfois jusqu'à 3,5 fois plus efficace. Ce qui veut dire que lorsqu'on regarde la part de marché ici dans le graphique en 2030 qu'on pourrait entrevoir pour l'électricité, il faudrait l'imaginer beaucoup plus grand si on veut penser en termes de part des véhicules sur les routes qui sont propulsés par l'électricité. Ça, c'est très important. Donc, cette part-là, si on pense en termes de véhicules, l'électricité propulserait une partie très significative des camions et autres moyens de transport des marchandises au Québec en 2030. En 2050, on parle d'une transformation complète. Là, on a la grande majorité des marchandises qui sont propulsées par l'électricité et le reste par des bioénergies. Voilà en gros ce qu'on entrevoit pour le transport des marchandises. Cela se combine avec d'autres efforts dans les bâtiments, dans l'industrie. Dans tous les cas, l'électrification est un vecteur essentiel du changement. L'électrification des besoins de chauffage, pas l'ensemble des besoins de chauffage, mais une bonne partie des besoins de chauffage au Québec vient s'ajouter à l'électrification des transports. Et de même, dans l'industrie, l'électrification de plusieurs segments industriels, de plusieurs types de procédés industriels, pas tout, mais plusieurs qui sont propices à les technologies électriques. Donc, voilà, désolé pour le petit hic. Voilà pour ce qui est de la demande, ou de la substitution de la demande. Qu'est-ce que ça veut dire ensuite pour la production? Parce que pour faire tout ça, il va falloir produire de l'électricité. On a 2 scénarios. J'ai dit tantôt qu'on a commencé, on a fait nos premiers scénarios en regardant uniquement les substitutions technologiques comme si on ne voulait pas ou comme si on n'allait pas travailler sur les demandes comme telles par l'aménagement du territoire, le transport en commun, par exemple. Dans ce scénario-là, qui est le scénario maximum en termes de besoins accrus d'énergie, d'énergie produite, on regarde une hausse d'un peu plus de 2 % par année de la production d'électricité qui est requise d'ici 2050. Bon, 2 % par année, ça ne semble pas énorme, sauf quand on pense en termes de térawattheure. On parle dans ce cas-là, à toute fin pratique, de doubler le parc de production d'électricité du Québec à l'horizon 2050. Honnêtement, quant à moi, ça va nécessiter un effort majeur et je pense qu'on peut se tourner vers d'autres approches, dont les réductions des demandes, pour minimiser un peu la pression qui serait mise sur la production d'électricité. Donc, on a regardé ça. On a modélisé également des scénarios où on travaille plutôt sur des réductions des demandes. Dans ces cas-là, on voit une hausse des besoins d'électricité de moins de la moitié, donc de moins de 1 % par année d'ici 2050. Là, c'est une autre histoire. On parle quand même de 20 TWh de nouvelle production à l'horizon 2030. On a déjà la Romaine qui s'en vient.
et de notre 80 TWh au cours des 20 années suivantes. C'est pas du tout impossible. On est dans le moins de 1%. Ça, on le fait, comme je mentionnais, par une gestion de la demande en transport et également, je dois dire, par une gestion de la pointe électrique et possiblement avec du stockage également. Donc, voilà en gros l'impact sur la production requise des énergies renouvelables. Et ici, évidemment, je me concentre sur l'électricité. Je dois vous dire, on voit quelque chose de semblable au niveau des bioénergies. Les bioénergies qui, à terme, on va devoir tripler la production de bioénergie. Bon, on part de beaucoup plus petits là, en 2015, mais quand même, il y a une hausse substantielle de la production de bioénergie qui vient avec tous ces scénarios. Alors, en gros, qu'est-ce que ça veut dire pour le Québec? Et je pense que c'est important dans le contexte COVID ou dans le contexte où on réfléchit à la relance économique. Ça veut dire qu'on a des chantiers à mettre en œuvre. On a des chantiers en termes de bâtiments, tant du côté efficacité énergétique que du côté électrification. On a un chantier au niveau de l'électrification des demandes et notamment du transport. Et je ne vais pas insister assez là-dessus. Si on ne réussit pas un virage majeur au niveau de l'électrification des transports, on n'est pas capable, on ne sera pas capable d'atteindre nos cibles 2030 de réduction de gaz à effet de serre. Et évidemment, avec ça, vient également des chantiers de production d'énergie renouvelable, qu'on soit dans le scénario substitution pure ou réduction des demandes ou entre les deux. On parle quand même d'investissements substantiels dans la production d'énergie renouvelable, autant électrique que bioénergie. En fait, plus dans l'électricité, mais quand même important dans la bioénergie. J'ai dit au début, on nous a posé 3 questions. Est-ce que c'est possible? Comment? Et à quel coût et bénéfice? Je vais juste parler rapidement d'un des aspects de bénéfice. Les coûts en passant, on parle de l'ordre, pour la société dans son ensemble, on parle de l'ordre de, si je m'abuse, c'est de 1 milliard par année de plus que ce qu'on dépense présentement au niveau de la lutte au changement climatique. Ce n'est pas énorme. Honnêtement, ça revient à quelque chose comme, je pense, quelque chose comme 5 $ par semaine par ménage québécois. Ce n'est pas pour minimiser l'ampleur de l'effort, mais c'est faisable. Une des choses intéressantes de tout ça, c'est quand on regarde permettez-moi l'anglicisme, le big picture, ce dont on parle quand on parle de réduire les émissions de GES au Québec, on parle principalement d'une substitution de quoi? Des énergies importées vers les énergies d'ici. Et donc, on voit des gains majeurs au niveau de la balance commerciale du Québec. On l'a regardé un peu dans le détail. Essentiellement, je ne sais pas ce qui se passe avec le graphique, mais essentiellement, on parle de passer du déficit commercial qu'on a aujourd'hui vers un léger surplus dans notre balance commerciale à l'international à l'horizon 2050. On parle d'ici 2030 d'améliorer notre balance commerciale de l'ordre de 2 milliards de dollars par année. Donc, un gain majeur pour le Québec et pour l'économie du Québec qui nous attend avec ce virage-là. Évidemment, les Québécois, dans ce cas-là, respirent mieux lorsqu'on parle surtout d'électrification des transports. On parle de réduction des maladies respiratoires, on parle d'une réduction des décès, on parle de réduction des coûts de santé publique, ce qui est particulièrement important ces temps-ci. On parle de la résilience aussi des Québécoises et des Québécois. Enfin, tout ça s'inscrit dans la discussion qui est en cours présentement pour une relance verte. Tout le monde en discute à travers le monde, que ce soit Fatih Birol de l'Agence internationale de l'énergie, que ce soit l'Europe, que ce soit chez nous, le Conseil du patronat. Tout le monde, à certains niveaux à tout le moins, je ne devrais pas dire tout le monde, j'exagère un peu, là, mais il y a une reconnaissance de plus en plus que la relance économique dont on a besoin aujourd'hui doit être une relance verte. J'ai écouté la semaine dernière Kristalina Georgieva, qui est la directrice générale
du Fonds monétaire international. J'ai trouvé très intéressant ce qu'elle disait. Je me permets de traduire rapidement. Elle disait, si cette relance est pour être durable, si notre monde est pour devenir plus résilient, nous devons tout faire en notre pouvoir pour promouvoir une relance verte. En d'autres mots, prendre des mesures aujourd'hui pour combattre les changements climatiques n'est pas un add-on. Une relance verte, c'est notre pont vers un avenir plus résilient. Je ne pourrais pas mieux dire que Kristalina Georgieva. Juste pour terminer, une des choses que je trouve intéressante, ma firme, on travaille partout au Canada, partout aux États-Unis. On fait ce même genre de travaux et d'autres pour des clients qui sont des gouvernements, qui sont des distributeurs d'énergie dans toutes les provinces, dans d'autres États. Et chaque fois, je leur dis la même, pas que je leur dis la même chose, mais quand on discute, disons, informellement, je leur dis la même chose quand je parle du Québec. Il n'y a pas un endroit en Amérique du Nord qui est mieux placé que le Québec pour relever ce défi. Pourquoi? Parce qu'on part déjà avec un réseau d'électricité propre. Alors ça, je pense qu'il y a 2 autres régions en Amérique du Nord, 3 max, qui partent déjà avec ça. Pourquoi? Parce qu'on a déjà entamé l'électrification de nos bâtiments. On l'a fait il y a 30 ans, excuse-moi, il y a 40 ans en fait, quand on a mis en service le projet La Grande. Pourquoi? Parce que notre économie n'est aucunement dépendante de la production de pétrole ou de gaz naturel. Je dis souvent, nous, on travaille en Alberta. Ils ne sont pas méchants en Alberta, c'est du bon monde. Ils ont des emplois à conserver. Ils ont une économie à conserver. C'est beaucoup plus difficile pour eux que pour nous de relever ce défi. Et pour d'autres raisons, dont le savoir-faire du Québec, y compris de plus en plus, et grâce aux membres de Propulsion Québec et grâce en partie à Propulsion Québec, de plus en plus dans le secteur des transports, des marchandises, surtout de moyenne taille. Donc, voilà en gros. Je vous laisse là-dessus. Si ça vous intéresse, il y a un petit infographique qui résume le tout, qui est disponible sur le site du gouvernement du Québec, également sur notre site à nous, qui est donski.com. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Maintenant, on va passer à ma conclusion. Je démarre ma vidéo. On va faire un petit échange de présentation et de vidéo. Donc, voilà. Donc, ce que je souhaitais discuter avec vous aujourd'hui, c'est un peu des suites de la présentation de Philippe, que j'avais déjà vu une première fois, donc qui est une deuxième chance pour moi d'écouter les conclusions de cette étude-là qu'il avait fait effectivement pour le gouvernement du Québec, dans le cadre notamment de la démarche du plan d'électrification et de changement climatique, et que j'avais trouvé vraiment, vraiment intéressante parce qu'il faisait vraiment la démonstration que l'électrification des transports était un incontournable pour atteindre nos objectifs, nos cibles de réduction de gaz à effet de serre. Étant un incontournable, bon, déjà, évidemment, c'était une bonne nouvelle pour notre industrie. Mais en plus, avec toute la démonstration là, sur laquelle il termine des impacts positifs sur l'économie du Québec, puis sur la chance finalement qu'on a en comparaison de plusieurs autres régions autour de nous en Amérique du Nord, de plusieurs acquis qu'on a. Je trouvais vraiment là, que c'était un bon complément finalement à ce qu'on a présenté à plusieurs reprises dans le cadre de différents forums, puis que je souhaitais vous présenter aussi aujourd'hui. Tu peux peut-être passer à la prochaine diapo pour moi, s'il te plaît. Ah, c'est moi-même qui change mes slides maintenant. Tu m'as donné l'animation. Yeah! Bon, là, voilà. Parfait. Donc,
peut-être rapidement, pour les personnes, on a quand même près de 66 participants aujourd'hui. Il y en a peut-être quelques-uns pour qui c'est la première fois que vous assistez à un de nos événements. Donc, je vais très, très rapidement nous présenter. Donc, Propulsion Québec, on est une grappe. On est la dernière à avoir été créée à l'initiative du gouvernement du Québec en 2017. Donc, ça fait un petit peu plus de 2 ans et demi qu'on existe. Notre mission, comme toutes les grappes, c'est d'accélérer la croissance de notre industrie. On a actuellement 160 membres. J'ai dû cliquer trop vite. C'est ça que j'ai fait. J'ai cliqué plusieurs fois. Là, là vous voyez les limites, mes limitations technologiques. Comment je fais pour contrôler l'écran de Philippe? Expliquez-moi donc ça, une personne compétente. Parce que je vois bien que je peux contrôler, mais on dirait que je n'arrive pas à reculer. Bon. On va poursuivre à partir de... Philippe a encore le contrôle. Tu peux peut-être revenir, Philippe, toi-même. Merci, Philippe. Tu seras mon... J'ai tenté de reprendre ton savoir, mais je ne sais pas. Ça ne marche pas. Bon, si tu peux revenir un petit peu en arrière sur notre diapo de membres. Donc, en fait, voilà. Donc, on a actuellement 160 membres. La très grande majorité de ces membres-là sont des industriels, donc des compagnies qui font des produits ou qui offrent des services dans les secteurs des transports électriques intelligents. La grande majorité d'entre elles sont des PME, mais on a quand même quelques grandes entreprises. On a aussi des membres qui sont du secteur institutionnel, donc qui sont vraiment des organisations qui soutiennent les compagnies, soit des centres de recherche des universités, avec ces entreprises de travail, ou des banques, des fonds d'investissement, donc plus des institutions. Puis finalement, on a aussi des clients, des opérateurs de flotte, privés ou publics, qui sont finalement les clients, c'est ça, de nos entreprises. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment ça le concept d'une grappe, c'est des clients, des compagnies et des chercheurs, des organisations qui travaillent ensemble pour faire croître une organisation. Bon, donc, on peut passer à la prochaine diapo, encore une fois. Donc, notre industrie, qu'on appelle, quand on parle de transport électrique intelligent au Québec, on parle vraiment de toute la chaîne des véhicules électriques. Tu peux passer à la prochaine diapo, Philippe. On parle vraiment de tous les manufacturiers de véhicules électriques, donc allant de vraiment des minières, par exemple, qui font l'extraction pour les batteries, jusqu'aux manufacturiers de composantes de véhicules électriques, jusqu'aux assembleurs de véhicules électriques. Au Québec, on ne fait pas d'auto, on ne fait pas de voitures, ça c'est plutôt en Ontario. On fait tout autre type de véhicules, donc allant de la trottinette électrique au vélo électrique, tout ce qui est plutôt micromobilité électrique. On a aussi des manufacturiers de véhicules récréatifs électriques, d'autobus électriques de toute taille, de camions électriques, de trains et de tout ce que vous pouvez imaginer entre les deux. On a aussi des manufacturiers de bornes de recharge, tout ce qui est infrastructure de recharge, manufacturiers de composantes pour les véhicules intelligents, donc à la fois là, des caméras, des lidars que des logiciels, des manufacturiers d'infrastructures intelligentes et des services de mobilité. Ça, au Québec, on a été bon là-dedans. On s'est vraiment inscrit dans l'avenir de la mobilité en développant des nouveaux services de mobilité, hein, comme les autres industries dans le monde. La nôtre aussi subit une transformation où on ne va plus posséder de choses, mais où est-ce qu'on s'abonne par mois à un service, où on peut avoir accès à une offre de mobilité qui est plutôt intégrée. Donc, au Québec, on a développé de l'autopartage qu'on exporte, on a développé du vélo-partage qu'on exporte aussi, du covoiturage qu'on exporte aussi, donc plusieurs services de mobilité. Ça, on est bon là-dedans. On a plusieurs compagnies qui font ça. On peut passer à la prochaine diapo. Notre industrie, on a fait faire un portrait économique en 2018. Ces chiffres-là couvrent vraiment juste les compagnies qui font des produits ou des services. Donc, ça ne comprend pas les clients. Donc, je vous donne un exemple, on ne compte pas les chauffeurs d'autobus ici. On compte vraiment juste les entreprises qui font des véhicules électriques, des infrastructures de recharge,
des infrastructures intelligentes, des véhicules intelligents, des nouveaux services de mobilité. Donc, vraiment, ce que je viens juste de vous présenter. On parle de 147 entreprises, de 6 240 emplois pour des ventes totales de 2,2 milliards de dollars, dont 830 millions sont des exportations. Donc, à peu près 40 de nos ventes sont des exportations, surtout vers les États-Unis et dans les États qui ont des bonnes politiques vertes. Donc, des bons incitatifs, donc qui vont aider, par exemple, le gestionnaire de flotte à faire de l'acquisition et qui ont vraiment là, des visions vertes. On peut passer à la prochaine diapo. On a, surtout ces derniers temps, on y croyait bien fermement, bien avant ça, mais on dirait qu'avec la COVID, on a eu l'occasion de présenter nos atouts encore davantage, je dirais, aux différents paliers de gouvernement qui, au Québec, au Canada et puis même au niveau des villes, ont vraiment une volonté de relance verte. Je pense que le message que Philippe a souligné tantôt, là, un petit peu plus tôt, de la part du Fonds monétaire international, a été pas juste énoncé par le FMI, mais par aussi toute une kyrielle d'organisations. Puis je pense que les gouvernements en place ici ont aussi là, cette volonté-là, ou ont entamé en tout cas vraiment des réflexions à cet égard-là. Et on a eu l'occasion de leur dire: écoutez, si vous investissez dans notre industrie, vous allez vraiment avoir, premièrement, un rendement très positif. Premièrement, parce qu'on est tout argent public investi dans notre industrie offre des perspectives de récupération exceptionnelles à moyen terme, parce que c'est un secteur qui est en croissance partout dans le monde et donc il est juste appelé à grandir et à développer encore plus d'emplois. Ces emplois-là sont présents aussi dans toute la chaîne de valeur. Donc, les assembleurs de véhicules électriques, par exemple, ou même les assembleurs de bornes de recharge ou les assembleurs d'infrastructures intelligentes, s'approvisionnent beaucoup chez des fournisseurs québécois et canadiens. Donc, il y a vraiment, donc d'acheter un véhicule électrique, c'est encourager toute une kyrielle de fournisseurs d'ici, qui emploient des gens d'ici et puis qui sont disséminés partout sur le territoire du Québec. Ça aussi, c'est intéressant. Acheter un véhicule électrique, ça n'aide pas juste une région au Québec, ça aide plusieurs régions du Québec parce qu'on a vraiment c'est pas juste à Montréal que ça se passe aussi à Saint-Jérôme, ça se passe aussi en Mauricie, ça se passe aussi à Québec, ça se passe en Montérégie, en Estrie, il y a beaucoup de régions du Québec qui sont touchées et qui sont impliquées dans notre secteur. Notre offre salariale est aussi plus élevée que la moyenne des industries au Québec. Les postes sont en moyenne entre 18 et 51 % mieux rémunérés que la moyenne des industries au Québec. Donc, une meilleure rémunération égale un meilleur pouvoir d'achat. Donc, ces employés là, de notre secteur peuvent consommer davantage au Québec là, que dans plusieurs villes du Québec. Avoir vraiment un effet structurant sur toute l'économie du Québec. On a aussi une expertise, évidemment, tous ces emplois-là sont possibles parce qu'au Québec, on a une expertise de pointe. On a d'ailleurs, ça se mesure en brevet. Ça, c'est un bon indicateur pour voir si on a vraiment de la propriété intellectuelle qui a été développée ici. On a vraiment une hausse des brevets, particulièrement dans tout ce qui est véhicules électriques. C'est un bon indicateur que de développer des entreprises ici peut être très intéressant parce que la propriété intellectuelle est ici. Et les employés qualifiés aussi. On pense aussi qu'il y a toute une possibilité de rehausser la productivité du Québec en encourageant tous les manufacturiers de véhicules à essence, parce qu'il y en a encore des manufacturiers de véhicules à essence au Québec, de les encourager à aborder le futur, les véhicules du futur en développant, en ajustant leurs produits à ce qui s'en vient, puis en modernisant leur chaîne de production. Donc, il y a vraiment une possibilité là, en modernisant les chaînes de production, d'augmenter la productivité, qui est vraiment notre talon d'Achille dans l'économie du Québec. L'indicateur de la productivité, ça a toujours été l'indicateur que tous les ministres de l'économie ont voulu améliorer par différents programmes. Mais là, on a une belle opportunité là, dans le secteur des transports de faire vraiment une différence. On a fait faire des calculs de retombées économiques aussi. Donc, pour chaque million de dollars de production supplémentaire, donc pour chaque achat, par exemple, de véhicules électriques, il y a un retour sur l'économie du Québec entre 500 et 862 000, puis ça soutient des emplois, comme vous pouvez le constater, là, entre 4,8 et 8,6 emplois directs et indirects. Bon.
Ensuite, bon, évidemment, on l'a dit tantôt, là, on s'appuie évidemment sur la chance qu'on a d'avoir déjà les ressources naturelles. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, on est vraiment chanceux. Philippe, si tu peux changer la diapo. Donc, c'est ce qu'on dit au gouvernement. Si vous êtes pour investir dans une relance verte, notre industrie, c'est une industrie de choix parce qu'elle vous offre un double rendement. Vous pouvez notamment faire, par exemple, l'achat de véhicules et vous allez non seulement investir dans l'économie du Québec, mais vous allez également contribuer à l'atteinte de nos cibles environnementales. Philippe, tu peux changer la diapo. Donc, encore une fois. Donc, on a fait quelques recommandations au gouvernement du Québec dans le cadre de nos représentations là, pour la relance verte. Je viens tout juste de vous parler de la numéro 2. Je vais peut-être commencer par celle-là. Le secteur public, évidemment, le gouvernement du Québec, mais toutes les sociétés d'État, les villes, les sociétés de transport. Donc, il y a beaucoup de véhicules au Québec qui sont achetés par des gestionnaires de flotte publique. C'est un secteur, pour nos membres, le secteur public, c'est un de leurs plus gros clients. Donc, le gouvernement a vraiment la possibilité d'investir massivement dans l'achat de véhicules électriques et de solutions durables de mobilité en s'approvisionnant chez des fournisseurs québécois. Ce serait une façon, évidemment, de relancer les ventes pour nos membres post-COVID, mais ce serait aussi une possibilité pour le gouvernement, évidemment, d'effectuer cette transition de flotte-là. Évidemment, là, la question des ventes, c'est la meilleure façon de relancer, finalement, l'économie, parce que ça remet du monde au travail. Ce sont évidemment de la production qui doit être relancée. Puis, encore une fois, pour le gouvernement, bien, c'est vraiment un bon investissement parce que ce n'est pas juste d'envoyer des crédits d'impôt dans une industrie puis espérer se repayer en taxes et en impôts, mais on a quand même un véhicule en retour. Donc, un véhicule qui transporte du monde, un véhicule qui aide à la santé publique, puis un véhicule qui peut même aider dans le cas de... Parce que comme on fait beaucoup de transport, on ne fait pas vraiment très peu de transport individuel, on fait plus du transport de marchandises ou du transport collectif. On fait du transport actif aussi. Donc, dans tous ces cas-là, bien, ça enlève des voitures de sur la route, donc ça diminue la congestion et ça améliore la productivité. Puis, une fois que le gouvernement devient comme ça le client exemplaire, vraiment le meilleur client possible, il peut inspirer tous les gestionnaires privés à faire pareil. Donc, ça, c'est notre recommandation numéro 3. Une fois que le gouvernement aura transitionné ses flottes, ça inspirera au même moment les gestionnaires de flotte privée. Et pour ce faire, bien, ils ont besoin d'une bonification du soutien. Actuellement, le soutien pour la transition des véhicules plus lourds, moyens et lourds, est vraiment juste au provincial. Il y a le soutien, les incitatifs publics sont juste au provincial. Donc, on a fait des recommandations fédérales pour que que l'équivalent soit donné aux gestionnaires de flotte, un peu comme actuellement le fédéral finalement offre à monsieur, madame, tout le monde une subvention maintenant pour l'achat d'un véhicule individuel passager, comme le faisait le Québec, que le gouvernement fédéral fasse la même chose pour les gestionnaires de flotte privée. Je reviens à notre numéro 1. On a également fait la promotion d'un projet qui existait même avant le début de notre grappe, qui est celui de la Cité de la mobilité durable, qui est d'avoir finalement un mini-campus où pourraient travailler ensemble les chercheurs dans notre secteur avec des industriels qui pourraient venir dans cet espace-là, qui serait un peu comme un hôtel d'entreprise, c'est-à-dire que les entreprises peuvent aller et venir, louer des espaces, des équipements, et travailler avec les chercheurs au prototypage de nouveaux produits, puis pouvoir les tester ensuite aux alentours, là, dans tous nos espaces de test qu'on a au Québec, notamment celui de Blainville, qui est propriété du gouvernement fédéral, qui est le centre d'essai pour véhicules automobiles, qui est géré par PNG, ainsi que des Living Labs il y en a certains qui existent déjà. On pourrait également en construire un là, vraiment à la fine pointe de la technologie, ce qui permettrait à nos entreprises d'avoir vraiment des espaces pour le développement, mais aussi d'attirer des entreprises étrangères. Philippe, tu peux passer à la prochaine diapo. On a aussi recommandé, évidemment, d'encourager massivement la poursuite de la R&D. Dans une période de crise, ça peut être une tentation des entreprises, évidemment, de vouloir concentrer leur énergie sur leur survie et donc peut-être de stopper la R&D. On a demandé au gouvernement d'être plus flexible sur les programmes de financement pour vraiment maintenir là, notre position, surtout dans notre secteur
secteur qui est tellement compétitif puis qui est tellement dans une course là, mondiale. On a aussi recommandé fortement que les données dans le secteur du transport soient mieux valorisées, qu'il y ait un accompagnement auprès des PME pour intégrer de l'intelligence artificielle et la valorisation de leurs données. C'est ça, au sein des PME. On peut également, là, évidemment, miser davantage sur la mobilité intégrée pour favoriser là, le passage de l'auto-solo vers les transports actifs et collectifs. Je poursuis pour qu'on ait le temps de faire notre section, notre période de questions. Donc, je vais compléter rapidement. Philippe, si tu peux passer à la prochaine. Évidemment, il y a la question du secteur des batteries au lithium. On a publié une étude, vous en avez beaucoup entendu parler. On pense qu'au Québec, on a toutes les ressources naturelles pour faire nos propres composantes de batterie et éventuellement faire nos propres cellules de batterie qu'on pourrait par la suite exporter aux manufacturiers de véhicules, surtout aux véhicules automobiles, mais aussi à tout type de véhicules. C'est un grand projet pour le Québec, mais c'est un projet qui peut avoir des retombées économiques immenses, un peu comme il y a eu à certaines époques l'hydroélectricité, l'électrification, la construction de grands barrages. Voilà. Et finalement, évidemment, on a rappelé l'importance d'être en lien avec notre réseau d'attraction d'investissement étranger et de promotion des exportations parce que, évidemment, c'est un espace là, qui va demeurer extrêmement important. Comme on a dit tantôt, 40% de nos ventes sont en exportation. Donc, ça va être très important de ne pas baisser la garde sur ce front-là. Alors, voilà. Philippe, tu peux compléter. Je pense que, voilà. Alors, on va passer à la période de questions. On a déjà quelques questions qui ont été entrées là, dans l'outil questions-réponses. Donc, je vais les lire, puis on va voir là, si ça s'adresse davantage à Philippe ou à moi. Bon, la première vient de Michel Cloutier du CNRC, s'adresse davantage à Philippe, qui questionne la source numéro 1 d'émissions de GES. Donc, il voudrait en discuter, je pense, avec Philippe. Philippe, peux-tu nous parler un petit peu de la source qui t'a mené à identifier le transport comme étant le premier émetteur de GES? Et Michel Cloutier se demande si ce n'est pas plutôt la production d'énergie. Bien, c'est une bonne question. Évidemment, ça dépend de chaque région. Donc, ici, on fait l'étude spécifiquement pour le Québec. Au Québec, c'est clair, les émissions de transport les transports sont la principale source des émissions de gaz à effet de serre. Si on regarde ailleurs, au Canada, ce n'est pas le cas, effectivement. Au Canada, c'est plutôt la production d'énergie. Donc, question de géographie de l'étude. Parfait. Maintenant, deuxième question. Allô, Philippe. Cette personne-là, Marilyn, te connaît. Au tout début, tu n'as pas expliqué pourquoi on ne peut pas faire en parallèle la réduction du parc automobile et l'amélioration de son efficacité énergétique. Pourquoi faire un seul choix d'un point de vue de politique publique? Merci beaucoup pour la question. Ça veut dire que je l'ai mal expliqué. Donc, premièrement, oui, je pense que c'est extrêmement important qu'on fasse les deux en parallèle. Ça, il n'y a pas question, là. Il faut qu'on fasse les deux. Maintenant, ce que j'essaie de dire au début, c'est que côté modélisation, et en passant, vous ne parlez pas à un modélisateur, là, je parle au nom de ceux qui font des modélisations qui sont quand même très complexes du système énergétique complet du Québec. Au niveau de la modélisation, on doit malheureusement commencer par une voie et par la suite ajouter l'autre, ou commencer par l'autre et ajouter le premier. Donc, c'est une question technique de modélisation. Il fallait choisir, est-ce qu'on commence en essayant de réduire au maximum les demandes pour ensuite regarder les solutions, ou est-ce qu'on fait l'inverse? Et en discutant avec nos clients, il a été convenu là, de commencer avec les solutions, mais ça ne veut pas dire arrêter là, ça c'est certain. Parfait. Ensuite, il y a Myriel qui nous demande, est-ce qu'il y a eu des modélisations dans le passé à l'horizon 2020 pour l'électrification des transports? Et si oui, est-ce que nous avons atteint certaines cibles? Une bonne question, très intéressante. Est-ce que finalement, est-ce que l'avenir s'est révélé être
vrai par rapport à ce qu'on avait déjà prévu? Est-ce qu'on a une tendance à faire de bonnes prédictions? Donc, je me permets de répondre à ça en deux temps, si on veut. Premièrement, juste en rappelant que ce qu'on a présenté aujourd'hui, ce que j'ai présenté aujourd'hui, n'est pas une prévision, mais bien ce qui est possible, techniquement, technologiquement. Donc, juste une nuance très importante. Pour revenir à la question, je peux dire, nous, on a fait des prévisions. Là, je suis rendu dans les prévisions. Nous, on a fait des prévisions pour le Québec pour l'horizon 2030, mais pas pour l'horizon 2020. Par contre, on a fait des prévisions pour 2020 dans d'autres régions. Et effectivement, on est assez heureux de nos prévisions se sont avérées assez justes. Évidemment, quand on fait nos prévisions, on les fait notamment en regardant, en faisant un peu de backcasting là, pour s'assurer que nos prévisions collent avec la réalité qu'on a vécue par le passé. Parfait, merci. Autre bonne question de Sabine Lenivano. Bonjour, parce que dans le rapport de Dunsky, il y avait une partie sur le transport des personnes et si oui, peut-on y avoir accès? Donc oui, absolument. Aujourd'hui, une question de temps, simplement, j'ai décidé de concentrer sur le transport des marchandises, mais l'étude qu'on a faite couvre tout, couvre toutes les sources d'émissions au Québec. Donc, chaque segment dans les transports, chaque segment des bâtiments, chaque segment dans l'industrie, ainsi que d'autres secteurs non énergétiques comme l'agriculture et même les déchets. Tout est dans le rapport. Et le rapport est disponible publiquement. Vous pouvez le trouver sur le site web du gouvernement du Québec, donc du ministère de l'Environnement, MELCC, ou également sur notre site web à nous. Si vous allez sur dunsky.com et vous allez dans la section, je pense qu'il y a une section nouvelle, vous trouverez là aussi avec tous les détails. Il y a une chose que je veux mentionner. L'étude a été complétée il y a 1 an, mais la partie sur les véhicules personnels a été complétée un peu plus tôt. Et depuis, je pense qu'on le sait tous, là, le secteur des véhicules électriques personnels a évolué très rapidement, je dirais même plus rapidement que ce qu'on imaginait lorsqu'on a fait cette partie de l'étude. De sorte que les résultats en termes de véhicules ou d'électrification de véhicules personnels dans l'étude, quant à moi, sont à revoir, sont à mettre à jour. Et justement, on vient de lancer des travaux pour la mise à jour de cette étude. Donc, à suivre, peut-être l'an prochain, là, on aura de nouvelles données plus à jour, y compris pour les véhicules personnels. Parfait, merci. Autre question de Michel Cloutier du CNRC qui demande, il souligne qu'on parle beaucoup des émissions de GES. Qu'en est-il de l'émission de gaz polluants et de résidus de production toxique? Ne devrait-on pas se concentrer sur une étude de cycle de vie de bout en bout pour tirer les bonnes conclusions et mener aux bonnes décisions? Oui, bien, écoutez, effectivement, pour prendre des décisions, il y a beaucoup de facettes à considérer. Il y a les émissions de GES, il y a les autres émissions polluantes. Il y a également la création d'emplois, l'impact sur l'économie, et ainsi de suite. Alors ici, notre mandat était vraiment axé sur la question des GES. Bien sûr, on a abordé de façon qualitative les autres, ce qu'on appelle les co-bénéfices, si on veut, des différentes mesures, dont la réduction des polluants locaux et régionaux, que sont les NOx et l'acide sulfurique. Mais ce n'était simplement pas l'objet principal de l'étude. OK. Et là, il est 11 heures. On va peut-être, je vais les poser en rafale. Les dernières questions, je vais faire un petit mélange. Donc, premièrement, il y a 2-3 personnes qui nous ont demandé si l'étude avait porté aussi sur l'hydrogène et s'il y avait un rôle qui avait été identifié pour l'hydrogène dans la transition vers la mobilité électrique. Ensuite, deuxième question, est-ce que l'impact de la croissance du télétravail et du commerce en ligne sur les perspectives d'électrification des transports ont été mesurés ou peuvent être un peu intégrés, puisqu'on pense qu'il y a peut-être une accélération là, à cause de la COVID. Est-ce que ça peut réviser les résultats de l'étude? Dernière question, qu'est-ce que ça prendrait? Puis la question vient un peu dans différents mots, mais ça revient pas mal à ça.
qu'est-ce que ça prendrait pour que ça arrive, atteindre le 0% qui vient des transports en 2050? Qu'est-ce que ça prendrait? C'est quoi les déterminants de l'électrification des transports, selon toi, Philippe? Puis je pense que ça fait pas mal le tour des questions. Oui. On va finir là-dessus, parce que là, on n'y arrivera pas sinon. Voilà. Merci, Sarah. Donc, 3 petites questions hein, pour terminer. Je vais commencer donc avec l'hydrogène. Donc, oui, on a regardé l'hydrogène. Chose très intéressante, le modèle qu'on a fait le choix des meilleures technologies en fonction du coût économique pour réduire les gaz à effet de serre. L'hydrogène, bien que ça faisait partie de l'étude et ça faisait partie de la modélisation, n'est pas sorti grand gagnant, si on veut, de la compétition entre les différentes solutions climatiques. Oui, il y a de l'hydrogène là-dedans, dans les résultats, mais ce n'est pas majeur. Il n'y en a pas dans le transport individuel. Dans le transport lourd, il y en a, mais pour des niches. C'est comme ça que c'est sorti. Deuxième question, le télétravail, est-ce qu'on a tenu compte? Donc, oui, d'une certaine manière, c'est-à-dire que je reviens à une des premières questions, pourquoi pas regarder réduire les demandes comme telles? En fait, on l'a regardé, mais on l'a regardé subséquemment, donc comme scénario supplémentaire. Et donc, on a fait des scénarios spécifiques sur la question de l'aménagement du territoire et des opportunités qu'on peut faire en mieux aménageant le territoire pour réduire l'auto-solo et y compris, pas spécifiquement pour le télétravail, mais la modélisation qu'on a faite côté aménagement du territoire reflèterait une hausse également de l'usage du télétravail. Donc, implicitement, indirectement, oui, c'est là-dedans, c'est dans le rapport final. Vous allez voir, il y a des scénarios spécifiques qui touchent à la réduction de l'auto-solo par différents moyens. Troisième grande question, le comment. Hein? Je répète, là, ce n'est pas une prévision, c'est ce qui est possible. Le comment, c'est la réponse gouvernementale, principalement. C'est sûr que pour atteindre les cibles 2030 du Québec, on n'y arrivera pas avec comment je pourrais dire, avec de l'espoir, avec des licornes. Ça va prendre des efforts très importants, autant côté investissement et incitatif dans l'économie pour les solutions climatiques, autant du côté réglementation. Dans le transport électrique, par exemple, on peut penser au rehaussement du niveau de la norme de véhicules sans émission, la norme ZEV, pour les véhicules personnels. On pourrait également imaginer une norme ZEV pour le transport des marchandises, comme la Californie vient d'adopter. Donc, il y a une panoplie de mesures gouvernementales, autant réglementaires qu'incitatives, qui seraient nécessaires pour y arriver. Bon, ben merci beaucoup tout le monde. Merci Philippe pour ta présentation vraiment intéressante. Merci tout le monde d'avoir pris part avec autant de questions, vraiment très dynamique. On vous remercie beaucoup. J'en profite peut-être, Philippe, si tu veux passer à la prochaine diapo, pour vous mentionner encore une fois que le webinaire a été enregistré, qui sera disponible sur notre portail, et le prochain est ce vendredi à 10h. Touchera les mesures d'aménagement des espaces de travail et de distanciation pour reprendre nos activités. Nous-mêmes, on va prendre bonne note de la présentation de Michel Labrec, de Mélissa Grégoire et de Jean-François Packwood sur les bonnes pratiques là, actuellement mises en place un peu partout au Québec, soit dans différentes compagnies ou dans l'administrateur du réseau de la transformation métallique du Québec va aussi pouvoir nous parler de bonnes pratiques. Alors, on vous remercie à nouveau, puis on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée. Sarah. Au revoir.